Bon, Philogine, alors. Philogine, c'est qui? C'est ce gars-là qui a une tête qui fait trop bader. Alors, je le connais pas de fou. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il raconte des trucs très misogynes en essayant d'utiliser des mots compliqués pour essayer d'impressionner les gens. Et de toute façon, les mecs misogynes, vu qu'il leur faut pas grand-chose pour être impressionnés, ça leur suffit pour qu'ils se disent que ce mec est vraiment très intelligent et que clairement il sait de quoi il parle et que du coup ils peuvent l'écouter. Et du coup le mec fait sa carrière sur ça quoi. Globalement, si j'ai bien compris, c'est ce genre de personnage. Écoutez, j'ai hâte de voir ce qu'il pense le retour de la femme traditionnelle. La tradwife, c'est une femme qui a décidé de rester au foyer. C'est une femme traditionnelle. On en voit beaucoup de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, particulièrement aux États-Unis, qui montrent leur mode de vie de femme traditionnelle, avec le papa qui bosse et la maman qui reste pour s'occuper des enfants et tenir le foyer. Je pense qu'il s'agit d'un attrape-couillon et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. C'est la take dark walk de en fait, dans le mariage traditionnel, c'est le mec qui se fait enculer parce que c'est de l'esclavagisme, parce que c'est lui qui travaille et la meuf qui se repose à la maison toute la journée. Déjà, commençons avec la notion de tradwife 2.0, c'est-à-dire ces femmes qui montrent leur mode de vie traditionnel sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fait marrer parce que j'ai du mal à voir ce qu'il y a de traditionnel là-dedans, en fait. Le simple fait de se montrer comme ça sur les réseaux, bah, ça va un peu à l'encontre d'une valeur traditionnelle qu'on retrouve quand même pas mal dans les textes religieux qu'elles citent dans leurs vidéos d'ailleurs, c'est la notion de pudeur. Pudeur vis-à-vis d'elles, pudeur vis-à-vis de leur foyer, et pudeur vis-à-vis du mari, quoi. Le mari... mec, il découvre que les droitards utilisent la religion comme ça les arrange, quoi. Genre, c'est vraiment, c'est... Ok. Qui a choisi une femme traditionnelle, on se dit que peut-être que lui, il est un petit peu traditionnel aussi, et qu'en tant qu'homme traditionnel, il a peut-être pas envie de se retrouver avec une caméra braquée sur son visage le soir quand il rentre du taf. En mode, chérie, montre-leur que tu kiffes ta femme, ta tradwife qui t'a fait des beaux gâteaux, regarde, on filme ta réaction. Hein, c'est le pauvre mari qui n'est rien d'autre qu'un figurant. Le pauvre mari, quoi. Genre vraiment, c'est tellement la victime. Attends, le mec, il a deux doigts de dire non, mais genre le mec, il est victime de violence conjugale, quoi. On est obligé de l'afficher comme ça sur les réseaux sociaux, là. Dans un jeu, en fait, c'est un jeu. On a une jeune femme qui joue à la dinette et qui s'est rendu compte aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de Red Pill surtout, et de la Red Pill et de la mouvance Andrew Tate, qui s'est rendu compte que pour garder l'attention masculine, bah, il valait peut-être mieux tabler sur une stratégie tradition, il valait peut-être mieux jouer à la dinette que de montrer ses fesses sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Moi, c'est ça qui me déplore, c'est qu'on a des jeunes femmes qui jouent à la dinette, hein, qui se prennent pour Cendrillon, face à des hommes qui, eux, sont obligés de subvenir à ce mode de vie et qui, eux, ne jouent pas, qui, eux, sont obligés de sacrifier beaucoup de choses pour pouvoir subventionner le mode de vie de la petite princesse. Ouais, parce que tout le monde parle du sacrifice féminin, tout le monde parle du fait que la femme sacrifie sa carrière, c'est vrai. Tout le monde parle du fait que voilà, on ne parle que de l'épanouissement féminin, on parle aussi de à quel point c'est génial de tomber sur une femme traditionnelle. Et les hommes sont les premiers à s'extasier comme les ravis de la crèche en mode ah, c'est incroyable, une femme traditionnelle, c'est si rare de nos jours, avec toutes ces femmes aux cheveux bleus. Et ces benets-là les deux genres, les femmes aux cheveux bleus et les tradwives finalement. Ne se rendent pas compte que ce sont eux qui ont apporté le véritable cadeau sur la table. C'est l'homme qui apporte le plus gros sacrifice. Parce que, ok, encore une fois, une femme au foyer a sacrifié sa carrière. Okay. J'attends qu'il le coupe pour pouvoir faire mon rente. Là, j'attends depuis 2 minutes qu'il finisse sa phrase de merde. Ok, elle prend des risques, on verra plus tard. Mais l'homme a sacrifié et a surtout offert un cadeau immense à sa femme. C'est le privilège de pouvoir élever ses propres enfants et de les voir grandir. C'est le privilège d'avoir la liberté de son temps, de faire ce qu'elle veut de son temps. On a un homme qui sacrifie son... Enfin genre, une fois qu'elle a fini de faire le ménage, la cuisine, de s'occuper de tous les enfants, d'avoir appelé tous les docteurs pour avoir tous les rendez-vous médicaux, d'avoir repassé toutes les chemises du mari, d'être allé chercher les enfants à la crèche. Après tout ça, là, c'est bon, elle a le temps qu'il faut, mais sinon, voilà quoi. Niveau de vie,
ça lui coûte la moitié de son salaire de faire vivre une nana. On a un homme qui va sacrifier du temps, parce qu'il faut travailler plus, faire des heures sup pour pouvoir subventionner ce mode de vie. Et surtout, il y a un sacrifice sur le temps de qualité qu'il pourrait passer avec les enfants. Puisque il est obligé de... Vraiment, les mascus, quand ils découvrent le capitalisme à travers les tradwives, à chaque fois, c'est fascinant, quoi. Genre, le gars, ils sont là, genre, non mais vous vous rendez compte, c'est un scandale. Les mecs, ils doivent travailler, quand ils travaillent, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Genre, oui, comme tout le monde. De quoi ils parlent? Oui, le capitalisme, c'est aliénant. Oui, le capitalisme, ça ne te donne pas le temps de voir tes enfants. Oui, le capitalisme, c'est fatigant. Tu crois que la meuf, toute la journée, elle passe son temps à faire quoi? Tu crois que c'est quoi ce qu'elle fait toute la journée quand elle fait le ménage, quand elle fait la cuisine? Tu crois que c'est quoi? C'est du temps que toi, homme, tu n'as pas à faire, tu n'as pas à passer. Une fois que tu rentres chez toi, tu rentres du boulot, tu profites entièrement de ton temps libre. La meuf, elle n'a pas ça. C'est du travail. C'est vraiment la base du féminisme marxisme. C'est de dire que en fait, c'est du travail qui n'est pas salarié, qui n'est pas vu comme du travail. Sauf quand t'es suffisamment bourgeois pour pouvoir payer quelqu'un pour le faire. Là, t'es obligé de reconnaître que c'est du travail, puisque tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas obligé de le faire. Mais ça c'est toujours l'argument des masculins depuis les millénaires, c'est de confondre féminisme et conscience de classe. Dans la tête des hommes, toutes les femmes sont des bourgeoises qui n'ont aucun problème d'argent. Les hommes oublient constamment le petit détail, tout petit minuscule détail, que en fait les meufs peuvent être prolos. Les mecs ne se comprennent pas le concept de principe de classe. Pour eux, il y a juste le genre, et c'est tout. Et tout le reste, c'est flou. Tout le reste, ça n'existe pas. Sauf qu'il y a tout un féminisme qui a été théorisé autour de cette lutte de classe spécifiquement qui s'applique au travail des femmes. Travailler plus, donc c'est moins de temps pour ses propres enfants. Mais pourquoi c'est moins ils travaillent plus? Tu le sors d'où ça? Tu le sors de ton cul? T'as juste décidé que les mecs ils travaillaient plus? Temps de qualité auprès de ses enfants. Et il y a la pression psychologique aussi, puisque genre, c'est lui... il se dit pas... Le mec il est tellement con qu'il se dit pas bah c'est des mecs qui sont déjà riches pour pouvoir se permettre ce genre de vie. Le mec il se dit non c'est des mecs qui sont pauvres comme moi mais qui travaillent d'autant plus juste pour pouvoir payer ce genre de lifestyle à leur meuf. Il est complètement stupide. Aucun mec ne fait ça. Qui porte sur les... Genre, le mec moyen traite n'importe quelle meuf de michto quand elle dit qu'elle voudrait que le mec paye le verre au premier date avant de faire des heures sup pour s'occuper de sa femme et de ses enfants. C'est faux. D'où il sort ça? Paul, la responsabilité du foyer. Mais on s'en bat les couilles. Quand vous regardez aujourd'hui les vidéos de femmes au foyer, de tradwives, qui pourtant se disent soumises à leur mari, qui pourtant disent que leur mari c'est le centre de leur vie, leur roi, etc. À aucun moment on ne nous parle de l'état émotionnel du papa. À aucun moment on nous parle même de... Mais le mec découvre le patriarcat. Le mec découvre que le patriarcat, ça veut dire que en tant qu'homme, t'as un certain rôle à jouer, tu as une performance de genre à jouer aussi, qui fait que bah oui, ça veut dire que t'as pas le droit d'avoir des émotions, t'as pas le droit d'avoir certains problèmes, t'as pas le droit de les... De toute façon, t'inquiète pas que les problèmes en question, il les a et il se défoule sur sa femme, donc je te rassure, il va très bien, il a une psy gratuite à la maison. C'est vraiment genre les masculins qui veulent être misogynes, tout en ouin-ouintant, en étant persuadés d'être les grandes victimes de la planète. Et c'est dingue. Oui, ça s'appelle les rôles de genre. De critères pragmatiques, comment vous gérez les finances, comment ça se subventionne, ce mode de vie, comment on gère ça. À aucun moment on pose des questions au mari, comment lui il le vit émotionnellement. Alors on n'est pas obligé de braquer la caméra sur lui, elle pourrait au moins dire, voilà, on parle souvent avec mon mari de comment il gère le stress, etc. Parce qu'il y a une énorme pression psychologique sur les épaules du pauvre mari. S'il perd son revenu, c'est la famille qui s'effondre. Donc c'est bien beau de dire la maman au foyer, la femme... Le mec ne comprend pas le principe de contenu tradwife. Genre, évidemment, le contenu tradwife, il est du point de vue des meufs, et il est là pour inciter à vouloir ce mode de vie-là, soit en tant que meuf, soit en tant qu'homme, à vouloir ce genre de femme-là. Donc, évidemment que le point de vue du mari, on s'en fout complètement, sur les TikTok spécifiquement. C'est pas le but, c'est pas le centre de l'histoire. Le but, c'est de vouloir faire croire aux meufs ou aux mecs que ce mode de vie-là est effectivement quelque chose d'aspirant, effectivement quelque chose que tu voudrais avoir. Le mari, en théorie, dans ce genre de situation, il sait déjà ce qu'il a à gagner et ce qu'il a à perdre, hein. Je veux dire, t'as pas un mec un jour qui va se plaindre en disant genre « Oh là là, je savais pas qu'avoir une tradwife, ça voulait dire qu'il fallait que j'aille travailler tous les matins. » C'est genre « Bah oui,
Tout le monde s'attend à ça. Traditionnel, c'est merveilleux, il faut plus Vraiment, les mascus ne pas être des victimes challenge. Le mec ne peut pas s'empêcher de juste commenter, quoi. de femmes comme ça, etc. Mais sans papa qui bosse, il n'y a pas de maman au foyer. Et ça, il faut le rappeler. Alors souvent, les mecs me disent, Léo, tu comprends, moi, je me base sur la psychologie évolutionniste, la femme restait au Qui foyer. n'a aucune base scientifique, by the way. Enfin, rester à la caverne pendant que l'homme allait chasser. Et en fait, c'est pas totalement vrai. Je suis tombé sur des chiffres dans une revue de la littérature qui montraient que l'homme ramenait 65% de la calorie et l'homme ramenait 85% de la protéine. Donc, on voit quand même bien que Toutes les personnes derrière qui ont fui. En même temps, t'as des gens, ils essayent juste de jouer tranquille avec leur chien, et t'as un mec bizarre là qui parle de tradwife là, qui dit: vous vous rendez compte que les vraies victimes dans l'histoire, c'est les hommes quand même, c'est les hommes qui doivent travailler, ça personne nous le dit, personne nous le dit, on nous fait croire qu'on va avoir un esclave à la maison et on nous dit même pas qu'il faut payer pour cet esclave, quoi, c'est de l'arnaque. Il n'y a pas que l'homme qui allait chercher la calorie justement, et les femmes, sans pour autant aller chasser le gros gibier comme les hommes, elles étaient actives à leur manière, à travers la cueillette, qui est extrêmement importante. Sans les femmes, le groupe n'aurait pas pu survivre. Parce que Vous savez que dans la société, il faut des hommes, mais il faut aussi des femmes. Et vous osez dire que je suis misogyne ? le problème de la chasse à gros gibier, c'est que t'as Mais pas pourquoi ils nous parlent de chasse à gros gibier? Personne ne chasse le gibier. On est en 2025. un taux de réussite de 100%. J'ai vu que ça ne dépassait pas les 10% dans les sociétés primitives aujourd'hui, et à l'époque, on estime que c'était plutôt proche des 3% de taux de réussite à la journée. C'est-à-dire que tu pars à la chasse, tu as 3% de chance de ramener un Qu'est-ce truc qu'on comme s'en bat les couilles de ce que faisaient les humains pour chasser il y a 200 milliards d'années? Je m'en branle. Qui, demain, va sortir de chez lui chasser le gibier? Je m'en fous. Et donc, on voit Genre bien. vraiment, le mec, là, aujourd'hui, aux États-Unis, quand il sort de chez lui le matin, il rentre dans sa Range Rover pour aller dans son petit bureau de merde et passer 8 heures de sa journée là-bas et manger sa petite salade entre midi et 2 dans son petit sac qu'aura préparé sa femme avec sa petite barre de céréales industrielles pour ramener son putain de salaire à 10 chiffres de ricain de merde. Genre pour toi, c'est vraiment semblable à aller chasser le gibier en pleine nature il y a 200 milliards d'années? C'est pour ça que c'est de la merde, en fait, la psychologie évolutionniste, en fait. Genre, tu ne peux pas comparer comment on vivait des millions et des millions d'années à maintenant. On s'en fout. Bien là l'importance des femmes qui, elles, pour le coup, allaient cueillir, voire même aller chasser du petit gibier, non pas pour se la péter, pour impressionner le groupe et puis gagner en réputation Qu'est-ce qu'il sociale en sait et impressionner les gonzesses, mais surtout pour Les faire gonzesses. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Pourquoi le mec est parti sur une rente sur comment se passait la chasse et la cueillette il y a 2 milliards d'années, là? Parce que ses potes misos disent que les femmes sont faites pour rester à la maison puisqu'elles faisaient déjà autant des cavernes et ils essayent de convaincre ses potes misos. Mais les potes misos, t'as juste à leur dire: enfin Michel, ça n'a strictement rien à voir de cueillir des framboises dans la nature et de faire un cheesecake à la maison, dans ta cuisine, avec ton robot de cuisine qui tourne tout seul. Ce n'est pas comparable à aller chercher des baies sauvages en plein milieu de la forêt, à se faire chasser par des sangliers. De quoi tu me parles? survivre le groupe, en fait. Donc, les femmes étaient nécessaires, les femmes étaient actives, et les femmes n'étaient pas là à glander dans la caverne et à balayer et juste s'occuper des gamins. C'est pas vrai. Cette vision-là, elle est fausse. La femme du paléolithique. L'appel à la tradition ne fonctionne pas non plus. Parce que si on regarde bien dans l'histoire, les femmes bossaient. C'est pas vrai de dire que c'est tradition. Oui, il a raison, hein. Les femmes ont toujours travaillé. Ça, c'est vraiment le mythe de la tradwife, de cette image de la meuf blanche bourgeoise qui ne travaille pas, qui est complètement fausse, que évidemment toutes les femmes ont toujours travaillé tout au long de l'histoire. Hein. La femme au foyer, c'est arrivé à certains moments de l'histoire. C'était des moments exceptionnels dans l'histoire, on va voir juste après. Mais si on regarde bien, jusqu'au 19e siècle, 95% de la population en France, c'était des paysans. Et quand on était une famille de paysans, c'était l'homme et la femme au champ. Alors effectivement, il y avait une minorité de la population, les 5% restants, ça devait être des bourgeois, des aristocrates, qui eux pouvaient se payer le luxe de garder leur femme à la maison. Mais c'était un luxe, c'était un privilège. Ils gardaient pas juste leur femme à la maison. Tu crois vraiment que les bourgeois à l'époque, les hommes bourgeois à l'époque où les meufs elles glandaient toute la journée, tu crois que eux ils allaient à l'usine?
Genre, les mecs aussi, ils glandaient rien, comme aujourd'hui, les bourgeois, ils glandent rien, tu vois, ils récupèrent l'entreprise de papa-maman et ils glandent rien de la journée, et ils passent leur journée dans un bureau en faisant genre, ils sont surmenés, et c'est très dur le travail qu'ils font. C'est exactement pareil. Le travail, ça n'a jamais été une question de genre, ça a toujours été une question de classe. C'est ça qu'il faudrait le voir aujourd'hui aussi. D'ailleurs, la femme qui restait au foyer, c'était pas pour s'occuper des mômes, il y avait des domestiques pour ça. Parce que l'aristocrate qui a les moyens de faire en sorte que sa femme ne bosse pas, il a les moyens de payer des domestiques pour s'occuper de ses... Est-ce que tu penses que si on lui fait lire un livre de féminisme marxiste, il explose sur place? Ou est-ce que tu penses qu'il a une révélation qui ferme sa chaîne YouTube, qui devient d'extrême gauche? Est-ce que tu penses que juste il tombe dans le coma pendant une semaine, et il se réveille, il a tout oublié? enfants. Donc n'allez pas croire que les femmes au foyer, aristocrates de l'époque victorienne ou autre, avaient le temps de s'occuper des gamins. Non, elles faisaient des salons, elles faisaient des trucs de gonzesse, enfin des trucs de littérature. Alors après... Les trucs que font les femmes là, je sais pas ce qu'elles font. Il est vrai, en tout cas en France, on a eu l'apparition d'une classe moyenne à peu près vers la fin du 19e siècle. Et là, effectivement, certaines femmes ont pu rester à la maison pendant que l'homme allait à l'usine, allait au travail. Donc la femme n'avait plus besoin d'aller à l'usine comme l'homme. Et il y a eu cette classe moyenne qui avait un peu plus les moyens, où la femme pouvait rester à la maison, faire le travail domestique. Mais ce travail domestique, c'était un vrai travail. Il ne s'agissait pas juste d'appuyer sur le bouton Start de la machine à laver. Hein, c'était laver les fringues d'une famille nombreuse. Alors, sachant que quand on parle des tradwives, on parle notamment de l'image qu'on a des années environ 50, 60, jusqu'aux années 70 à peu près, qui était en plein milieu du coup de l'industrialisation et notamment du développement de l'électroménager. Donc en fait, on est vraiment littéralement juste dans le tu pouvais lancer la machine en appuyant sur un bouton. En plus, l'image de la tradwife, c'est vendu spécifiquement pour vendre ce genre de truc. À la main, faire la bouffe, préparer la nourriture, dépecer l'animal, mais personne... cuire. Aucune meuf dans les années 60 ne dépaisse l'animal, elles vont au boucher comme tout le monde, genre. Mais même avant ça, même dans les années 20, même dans les années 1800, t'avais déjà des bouchers qui dépeçaient l'animal à leur place. De quoi ils parlent? Donc la femme au foyer des années 50, c'est vraiment à la croisée des chemins entre un boom économique, un mode de vie encore un peu traditionnel et une avancée technologique qui a permis de donner aux femmes tous les avantages du monde moderne sans les trucs chiants qui vont avec. C'est-à-dire, je peux rester à la maison, je ne suis pas obligé d'aller travailler, d'aller me casser le cul au travail, je peux rester à la maison, avoir un homme traditionnel qui subvient à mes besoins, sans m'emmerder, donc voilà. Et donc c'est là, pour moi, le caprice de la tradwife d'aujourd'hui, 2.0, c'est cette volonté de garder tous les... Le caprice, sachant que c'est quand même un fantasme qui est beaucoup plus vendu aux hommes qu'aux femmes. avantages du monde moderne et tous les acquis du féminisme, mais en même temps garder aussi les avantages de la tradition. Le féminisme s'écoule jusqu'au point où je suis obligé de travailler, quoi. La tradition s'écoule, par contre, ouais. Le féminisme ne s'est jamais battu pour que les femmes travaillent. À la limite, les femmes, elles se sont beaucoup battues pour pouvoir accéder à des métiers qui étaient exclusivement masculins et dont elles étaient éloignées. À la limite, aucune féministe n'a jamais voulu se battre pour le droit de travailler. Ça a toujours été une demande du capitalisme, d'avoir plus de travailleurs. Mais c'est pas du tout le féminisme qui voulait ça. Les féministes, ce qu'elles ont demandé, c'est l'indépendance économique. C'est pas la même chose. Parce que quand effectivement on est dans cette idée-là où de toute façon il n'y a qu'un seul salaire, et économiquement tu dépends entièrement de ton mari, bah ça fait que tu n'es pas libre. Donc du coup, bah le travail dans un monde capitalisme, c'est à peu près le seul moyen d'avoir une indépendance économique. Et du coup, c'est ça que les femmes, elles ont voulu pendant longtemps. Mais c'était pas genre juste le plaisir de travailler. En fait, les meufs, elles travaillent depuis toujours, elles le savent très bien. Et d'ailleurs, elles ont eu leur indépendance économique au prix, bah souvent de leur temps et de leur énergie, quoi. Parce que je veux dire, elles savaient très bien qu'elles pouvaient pas pour autant arrêter de faire tout le travail domestique et toutes les tâches ménagères qui étaient du travail qui est pas rémunéré. Tous les dimanches, ça c'est bon, relou. Et puis, je garde Insta quand même. Donc c'est vraiment du hashtag tradwife à la carte. Hein. Et en ce sens, le mouvement tradwife est complètement compatible avec le féminisme. On oppose les deux en mode les féministes. Là. Alors oui, il y a des jalousies entre des individus. Effectivement, il y a des femmes qui travaillent, qui sont jalouses de ces femmes tradwife qui, elles, ne travaillent pas et qui considèrent que c'est un privilège. Je dois dire à juste titre, c'est un privilège
auxquelles n'auront pas droit toutes les femmes pour le coup. Parce que la compétition va être rude. Il va y avoir beaucoup plus de femmes qui vont aspirer à un mode de vie traditionnel Bien que sûr. d'hommes qui en auront les capacités, qui auront les capacités de leur offrir ce mode de vie traditionnel. Déjà parce que ça coûte cher. Qui sera prêt à sacrifier la moitié de ses revenus? Qui en aura les moyens? Donc pour moi, le mouvement Tradwife n'est absolument pas C'est vrai que incompatible toutes les meufs rêvent uniquement d'envie d'être complètement dépendantes physiquement de leur mari. avec le féminisme, en ce sens qu'il met au pinacle les intérêts féminins avant tout. Donc c'est toujours pareil, c'est de permettre aux femmes de ne pas avoir à choisir. Elles n'ont pas à choisir entre le monde moderne ou la tradition, le patriarcat ou le féminisme. Elles peuvent avoir les avantages des deux. Le mouvement sous-jacent, qui existe depuis bien longtemps. Quel avantage du patriarcat, du coup, j'ai pas compris. Ah, le truc de pas travailler, mais du coup, le mec, il disait que juste avant, en fait, les meufs, elles travaillaient. Du coup, il s'est embrouillé lui-même, là, je comprends pas. Le féminisme, c'est le gynocentrisme. Le gynocentrisme, c'est-à-dire de mettre les intérêts de la femme au-dessus de tout, de mettre les intérêts de la femme au pinacle, qu'ils prennent la forme du féminisme ou qu'ils prennent la forme de la tradwife, c'est exactement la même chose. C'est d'offrir aux femmes la meilleure configuration possible sans avoir besoin de choisir. Alors après, il y a l'argument faussement rationnel, l'argument économique que j'entends beaucoup dans la bouche de mes potes qui me disent « Ouais, mais Léo, tu comprends, femme au foyer, je fais des économies parce que du coup, je rentre chez moi le soir, il y a la bouffe qui est faite, il y a le linge qui est fait, le ménage, j'ai juste à mettre les pieds sous la table. » Alors laissez-moi vous dire, si la seule raison pour vous d'épouser une femme, c'est d'avoir le linge fait, le ménage et la cuisine, j'ai une option plus rentable pour vous. Hein. Il vous suffit de déléguer ça. Hein, et ça vous coûtera moins cher, ça ne vous coûtera pas la moitié de votre salaire. Ce sera fait par des pros et ce sera plus rapide. Un mec qui a les moyens. Donc, tu reconnais que c'est du travail? Donc, tu reconnais toi-même que ce que font les tradwives toute la journée, c'est du travail? Ça se paye. Donc les meufs, quand elles passent leur journée à faire leur truc de gonzesse, là, en fait, elles travaillent. Ce qu'elles font, c'est quelque chose que eux n'ont pas à faire, n'ont pas à prendre du temps et de l'énergie à faire, et qui trouvent ça rentable. Tellement ils se rendent compte que c'est du travail. De lâcher la moitié de son salaire pour faire vivre une femme à la maison, il a clairement les moyens de payer une femme de ménage 24 € de l'heure, 14 € avec la réduction d'impôt. Il a les moyens de se payer une cuisinière ou une aide à domicile qui vient lui faire 2-3 repas. Il y a des seniors qui font ça. Moi, je considère aujourd'hui que le féminisme et les nouvelles technologies ont rendu obsolète le travail de la femme au foyer. J'ai du mal à voir la productivité moyenne, la valeur que m'apporte la femme au foyer si c'est purement sur le plan économique rationnel, l'argument rationnel. C'est qui s'occupe de toutes les tâches chez lui, là? Genre, visiblement, ça prend pas de temps, ça prend aucun travail, tout est automatique de nos jours. Comment il juge à quel point ça prend du temps ou du travail ou pas? Et j'ai du mal à voir ce que ça m'apporte en plus que de déléguer quelques heures par semaine une femme de ménage et quelques heures par semaine une aide ménagère pour m'aider à cuisiner et de me faire livrer les courses à domicile. Et plus on va avancer, plus les nouvelles technologies vont rendre de plus en plus obsolète le travail de la femme au foyer, tout comme les IA rendent obsolètes de nombreux métiers aujourd'hui. Et moi, je vois une alternative beaucoup plus rationnelle à la femme au foyer, division des tâches, l'homme qui bosse, etc. Et c'est tout simplement l'alternance, le temps partiel. Pourquoi pas simplement avoir un papa qui bosse à temps partiel, une maman qui bosse à temps partiel, ou alors un papa qui négocie 3 jours de télétravail et une maman qui négocie les 3 autres jours ou les 2 autres jours en télétravail et peut-être un des 2 jours à la crèche ou avec la grand-mère qui vient s'occuper des enfants. Enfin, il y a plein d'autres configurations. On peut être créatif, on peut trouver des solutions. Est-ce qu'on peut faire sortir le gauchiste du corps de ce mascu 2 secondes là? Est-ce que quelqu'un peut l'exorciser s'il vous plaît? En fait, les gars, les meufs, c'est des... Et en plus, c'est des michtos, elles veulent que votre thune, d'accord? Donc faut pas tomber dans le piège. Écoutez-moi bien. Moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il faut la traiter comme votre égale. D'accord? Il faut tout faire 50-50. Tous les deux, vous travaillez autant, vous faites autant les tâches ménagères, et comme ça, vous payez autant l'un et l'autre. Vous me saisissez?
Comme ça, vous êtes sûr de pas vous faire entuber. C'est fourbe, hein, c'est fourbe le féministe, hein. En fait, tout ça, c'est pour vous arnaquer, les gars. C'est pour vous arnaquer, parce que les femmes, elles sont maléfiques. Du coup, écoutez-moi. Et vraiment, faut les traiter comme votre égal, d'accord? Faut vraiment aucun traitement de faveur, faut pas les voir comme différentes, faut tout faire pareil, ensemble, et là vous ferez pas arnaquer, les gars. Le mec, en fait c'est une psyop, tu sais, genre en fait le gars c'est un féministe depuis le début, c'est le plus gros pro-femme de la planète, et il s'est dit non moi je vais recruter les misogynes et je vais les forcer à devenir féministes quand même, tu vois, en leur disant qu'en fait les trucs tradis c'est des arnaques. Le mec a tout un business. Il joue aux échecs 3D dans sa tête, là. Est-ce que c'est pas mieux pour l'enfant d'avoir son papa et sa maman à la maison plutôt que de juste voir sa maman? Est-ce que c'est pas mieux pour le bien-être psychologique du papa que de passer plus de temps à la maison, que de voir ses enfants grandir? Cette take masculiniste de en fait, faut être féministe parce que la vraie victime du patriarcat c'est l'homme, elle me fascine au plus haut point. Mais quitte à prendre quelque chose, je prends ça. Un moment, faut prendre les alliés là où tu les trouves. Léo a dit, écoutez, à la maison, faites tout 50-50. Comme ça, vous êtes sûr en tant que mec de pas vous faire entuber. Moi, je trouve que c'est un peu du génie. Je sais pas si c'est accidentally based ou c'est vraiment juste son plan secret depuis le début. Mais moi, je vais prendre. Que d'apporter, de vivre du temps de qualité avec ses enfants, est-ce que c'est pas mieux pour le gamin? Et ça, on va le voir juste après. Parce que l'argument qui m'est souvent rétorqué face à ça, c'est de me dire, oui, mais Léo, l'enfant a plus besoin de sa mère que de son père. Quand je discute avec mes potes, on en revient toujours à ça. C'est pour ça que je le mets à la fin, parmi les trois arguments clés. C'est le dernier qui revient. C'est de me dire, voilà Léo, au fond, tu peux pas me dire que l'enfant n'a pas plus besoin de sa mère que l'inverse. L'enfant, il a grandi dans le ventre de sa mère, il a plus besoin de sa mère, etc. Et cet argument, il est extrêmement important. Et pour moi, ça, c'est l'argument clé, c'est vraiment le cœur de l'argument. Parce que cet argument-là... Ça a l'air passionnant d'être un mascu, tu dois te débattre avec des abrutis finis toute la journée, c'est... Il justifie aussi toutes les inégalités qu'on retrouve derrière suite au divorce, où l'homme ne peut pas récupérer la garde de son enfant. On rappelle que les hommes ont la garde 80% du temps quand ils la demandent, et que l'immense majorité du temps, ils ne la demandent pas. Parce que, systématiquement, on donne l'enfant à la mère, sous prétexte que l'enfant a plus besoin de sa mère que de son père. Et moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense que l'enfant a besoin de sa mère autant que de son père, et je vais vous dire pourquoi. Et pour ça, il va falloir que je sorte les études. Il y a un argument qu'on entend beaucoup, par exemple, c'est le fait que les mamans reconnaissent mieux les cris et les pleurs de leur bébé que les papas. Faux. Je déteste parler avec des mascus, ils sont insupportables. A few moments later. La femme n'était pas forcément en capacité d'aller acquérir l'énergie dont elle avait besoin pour elle et potentiellement pour son enfant si elle en avait un. Si on pouvait imaginer comment ça fonctionnait à l'époque, sachant qu'on a quelques données quand même, je pense que c'est même plutôt, entre guillemets, la femme qui restait en sécurité, donc, par exemple près d'un arbre, dans une grotte, et que c'était à l'homme d'aller récupérer des ressources. Et que cet échange de ressources, l'homme aurait pu garder les ressources uniquement pour lui, et que justement il allait l'apporter à la fois à la femme et à son enfant, justement puisque la femme était l'accès au fait de perpétuer ses propres gènes. On peut retrouver ça d'ailleurs chez tous les animaux, globalement. Donc en fait, c'est le fameux échange sexe contre calories. Le mec, il peut pas juste dire... Bah non, enfin, genre tu ne vas pas élever un enfant tout seul. Un enfant, ça a besoin de sociabiliser avec plusieurs personnes, donc évidemment que 2 parents, c'est mieux qu'un seul. Genre le gars il est... Non, ne vous en faites pas, j'ai une étude de psychoévolution qui dit qu'il y a 2 millions d'années, les papas et les mamans participaient tous les deux à l'élevage de l'enfant, donc vous voyez, c'est bien la preuve qu'en fait, faut que vous fassiez 50-50. Genre le mec est fou, quoi. Comment tu t'embrouilles autant, mais t'arrives quand même à la bonne conclusion, je comprends pas. Les papas reconnaissent aussi bien, tout ce que je vous dis, je le mets en biblio, hein. Les papas reconnaissent aussi bien que les mamans les pleurs de leurs enfants. Et ça, c'est hyper important. Mais on s'en fout. Est-ce que t'as besoin de 40 milliards d'études de cons pour te dire que oui, un enfant, un être humain, être social, qui a besoin de sociabiliser, sera mieux dans la vie
s'il a plus de gens autour de lui pour sociabiliser qu'une seule et même personne qui s'occupe de tout le temps? Est-ce que t'as besoin de 40 000 études pour prouver que quand même s'occuper d'un enfant, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et que de pouvoir avoir quelqu'un avec qui faire le relais, pour pas avoir à toujours tout faire, c'est mieux au niveau de l'équilibre mental que si t'es tout seul à devoir tout faire? Mais non, genre, vu que c'est des mascus, il faut absolument une étude à la con, tu vois. C'est plus corrélé au temps passé avec l'enfant qu'au sexe du parent. C'est-à-dire la capacité d'un parent à Sauf que là, reconnaître... l'argument est que la les- mère est plus importante que le père. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Pourquoi t'as besoin d'études pour prouver que non, les deux parents... Enfin, genre, évidemment que d'avoir plusieurs parents, c'est important. Moi, j'ai pas envie de prouver quoi que ce soit. Je suis en mode, d'où tu sors, de quelle idée tu sors que la mère serait forcément plus importante? Demande au mec à qui tu parles, toi, t'as pas envie de voir tes enfants. T'as pas envie de passer du temps avec eux. Parce que c'est des mascus. Mais oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis, mais c'est insupportable de parler avec des mascus. T'es obligé de leur sortir des études à la con plutôt que de juste parler comme des êtres humains normaux. pleurs et les cris de son enfant, c'est plus corrélé au temps que le parent va passer avec son enfant qu'au sexe du parent. C'est-à-dire qu'en gros, que vous soyez un papa ou une maman, c'est pas ça qui fait que vous allez mieux entendre et mieux reconnaître les pleurs de votre propre enfant. Ce qui va déterminer votre capacité à reconnaître les pleurs de votre enfant, c'est le temps que vous passez avec votre enfant. D'ailleurs, au sujet des pleurs, on sait aussi que des hommes qui viennent de devenir papa vont sécréter plus de prolactine lorsqu'ils entendront les pleurs d'un enfant quelconque, plus qu'un homme qui n'est pas papa. C'est-à-dire qu'un papa a un vécu hormonal différent d'un non-papa. Il y a une autre étude à ce sujet qui nous montre que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les hommes aussi sécrètent de l'ocytocine avec leurs enfants. Parce qu'on dit souvent, à juste titre, que les mamans, elles sécrètent de l'ocytocine, par exemple, lorsqu'elles allaitent leur enfant. C'est l'hormone de l'attachement. Effectivement, lorsque les mamans aussi jouent avec leurs enfants, lorsqu'une maman regarde son enfant droit dans les yeux, elle a une sécrétion d'ocytocine. Mais les papas aussi, c'est juste que ce n'est pas pour les mêmes activités. Les papas sécrètent de l'ocytocine lorsqu'ils vont jouer avec leur gamin, par exemple lorsqu'ils vont porter le gamin, lorsqu'ils vont lui présenter des objets. Et donc on voit bien que chez les papas aussi, il y a Vraiment la malédiction d'être un masculin et de pas juste pouvoir avoir une conversation normale. Hein. des sécrétions hormonales particulières propres à l'attachement avec l'enfant. Ces hormones-là, elles ont une fonction adaptative pour permettre à l'homme de rester auprès de l'enfant et de ne pas se barrer pour aller féconder d'autres femelles. D'ailleurs, il y a aussi une baisse du niveau de testostérone chez les jeunes papas, justement pour pas que l'homme parte trop courir après d'autres femelles et pour qu'il reste auprès de... Écoute, si ça convainc les mecs de faire 50-50 avec leur meuf, moi j'ai envie de dire, si c'est le langage qu'il faut utiliser, écoute, grand bien leur face. Donc on voit bien là que d'un point de vue évolutionniste, si le niveau de testostérone de l'homme descend, si son niveau de prolactine augmente, si son niveau d'ocytocine augmente en présence de son enfant, ça montre bien que même d'un point de vue évolutionniste et d'un point de vue biologique, le papa est fait pour rester auprès de ses enfants. Le papa n'est pas fait pour se barrer et continuer à partir à droite à gauche, au moins pendant les premières années de la vie. Et la dernière étude que je voulais vous montrer, donc elle montre que il existe une corrélation entre le nombre de commentaires des papas et des mamans sur le vécu émotionnel de leur enfant et le sentiment d'être en sécurité chez le gamin, d'avoir un style d'attachement sécure. Et ça, c'est valable chez les papas et chez les mamans. Oui, alors je me rends compte au montage que c'est pas hyper clair, donc je vais développer parce que ce point-là est extrêmement important. Oui, développe, En c'est gros, bien. quand une maman joue avec son enfant de 6 mois, elle va très souvent Parce que là, il a pas utilisé une espèce d'hormone scientifique, je sais pas quoi, mes couilles, du coup, c'est pas assez clair, quoi, pour les mascus. commenter l'état émotionnel de l'enfant. Elle va lui dire, par exemple, s'il a perdu le jeu, elle va lui dire « Oh, il est triste le bébé ». S'il a gagné, elle va lui dire « Oh, il est content le bébé ». Voilà, elle nomme l'état émotionnel de l'enfant. Elle pose une étiquette dessus. Donc non seulement ça va lui permettre de comprendre qu'il est une entité à part, mais en plus, il va se sentir mieux compris par sa maman et donc plus en sécurité parce qu'il sait que la maman, En elle tout cas, pourra on se le fait protéger chier quoi hein, qu'il quand il arrive. explique ces trucs de Et con, là. l'étude que je vous cite, elle montre que ce phénomène bien connu, il est aussi valable chez les papas. C'est-à-dire que cette causalité entre le fait de nommer les états Oui, tout ça émotionnels des pour enfants dire c'est mieux et d'avoir le deux parents sentiment de qu'un sécurité seul. Oui, chez ok. l'enfant, il existe aussi chez les papas. C'est-à-dire les papas sont capables de créer ce sentiment de sécurité chez l'enfant en nommant ses états émotionnels. Donc on voit bien à nouveau que la présence du papa est importante, pas seulement
en qualité mais aussi en quantité. Et la conclusion de cette partie-là, c'est vraiment de dire que on dit souvent, voilà, l'enfant a plus besoin de sa mère, mais est-ce que c'est pas parce que l'enfant passe de facto plus de temps avec sa mère et que s'il passait plus de temps avec son père, il aurait plus besoin de son père? Ça, c'est un petit peu... Mais je vous en supplie, faites lire un livre de féminisme à ce gars. Mais s'il vous plaît, mais transformez-moi ce gars, quoi. La conclusion des articles scientifiques que je vous cite là, ce qui détermine le degré d'attachement d'un enfant à son parent, c'est pas tant le sexe du parent, mais plutôt le temps passé avec ce parent-là. Pour moi, je pense pas qu'il faille opposer le temps passé avec le papa ou la maman. L'enfant a besoin de passer du temps avec ses deux parents. Et plus il passe du temps avec... Vous pensez qu'à la fin, il cite Simone de Beauvoir? Dans la confusion? D'ailleurs, quand on regarde les études qui sont faites sur des enfants issus de papas célibataires vs maman célibataire, on constate que les enfants des papas célibataires, ils sont pas pires que les enfants des mamans célibataires. Voire même, ils ont tendance à s'en sortir un peu mieux. Et ça s'explique par plusieurs raisons. La première, c'est que, effectivement, les hommes ont généralement un niveau de vie supérieur sur le plan économique aux femmes. Donc le papa célibataire peut apporter un cadre de vie sur le plan économique un petit peu supérieur à la maman. La deuxième raison, c'est que les hommes ont aussi une stabilité émotionnelle en moyenne plus importante que les femmes. Il y a moins de risques de dépression chez les hommes, il y a moins de risques de troubles de l'anxiété chez les hommes. Donc forcément, ça permet d'offrir aux enfants un cadre plus stable et où l'enfant se sent plus en sécurité. Et la troisième raison, qui je trouve est la plus intéressante, c'est qu'effectivement, c'est plus facile pour un papa célibataire de trouver une figure maternelle de substitution pour ses enfants que ça ne l'est pour la maman célibataire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme aura plus envie d'aller voir un papa célibataire qu'un homme aura envie d'aller voir une maman célibataire. C'est un petit peu mieux vu dans le premier cas, dans le premier cas de figure. Et j'en veux pour preuve, par exemple, un film romantique qui s'appelle Holiday, où vous avez Jude Law qui Preuve, un film fictif. joue le rôle d'un papa. Après, c'est même pas que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais preuve, un film. Mais de quoi il parle? Célibataire avec ses deux petites filles, et vous avez Cameron Diaz qui tombe amoureuse de lui. Donc Attends, il a dit Cameron Diaz pour dire Cameron Diaz? un côté, si vous voulez, qui peut plaire aux femmes, pas toutes les femmes évidemment, mais il y a un côté quand même, un côté protecteur qui protège ses enfants, etc., qui peut plaire à certaines nanas. Et c'est vrai que dans l'autre sens, ça marche un peu moins. Et là où je veux en venir, c'est que finalement, des figures maternelles de substitution, c'est un peu plus facile à trouver que des figures paternelles de substitution. Des figures maternelles, des figures féminines, on en trouve partout, à commencer par l'école. À l'école, c'est des Vous femmes. sortez, il y a des femmes tout le temps, partout où vous regardez, quoi. À droite, à gauche, il y a des femmes tout le temps. C'est super facile, quoi. Tu vas au supermarché, tu peux en prendre une dans le rayon. C'est des maîtresses. Donc le gamin qui va à l'école, il se retrouve confronté à des Communément, les hommes n'ont pas le droit d'être maître et maîtresse. femmes. Le gamin qui a une mère célibataire au foyer, Il va à l'école, il voit une femme. et qui se retrouve à l'école avec une nouvelle figure féminine pour lui enseigner la vie, finalement, il n'a pas de figure masculine bienveillante. Les figures masculines bienveillantes sont plus rares aujourd'hui, je considère, que des figures féminines bienveillantes. Et il est là le problème. Et je ne pense pas qu'on résout ce problème-là en poussant les gamins dans les bras de mères au foyer et en voyant leur papa qu'une fois par semaine, le week-end, quand papa rentre du taf, quand il est crevé, il est stressé, il n'est pas en forme, etc. Je pense au contraire qu'il faut trouver un système dans lequel le papa et la maman peuvent passer autant de temps avec leur gamin. Je nuancerai pour la fin. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Léo, j'ai un projet à te proposer. Abolissons le travail. Voilà. On ne travaille plus. Comme ça, et le papa et la maman a autant de temps pour s'occuper de l'enfant. Qu'est-ce que t'en dis? Vas-y. Il y a vraiment une différence entre on va dire la femme traditionnelle qui va à l'église, qui fait vraiment preuve de pudeur, et puis la tradasse qui se montre sur les réseaux sociaux. Évidemment, on fait la nuance, c'est important de le rappeler. Et ensuite, pour les femmes qui sont pas sur les réseaux sociaux, je nuancerai deux types de femmes traditionnelles aussi. Mais ça, tu vois, ça c'est vraiment la misogynie vraiment pure et dure. Genre, le gars, s'il était pas vraiment dans sa haine des femmes au dernier degré,
le mec serait un allié, quoi. Genre, le mec serait le plus gros féministe de la planète. Le gars a sorti que des takes féministes pendant toute la vidéo, mais il doit quand même trouver une raison de détester les femmes, quoi. Parce que, genre, c'est trop dur pour lui de pas détester les femmes. C'est Distinguer, d'une part, la femme au foyer qui fait pas grand-chose, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, et celle qui apporte une réelle valeur au foyer. C'est-à-dire, je parle pas de juste, encore une fois, faire la vaisselle et appuyer sur le sèche-linge ou autre. Je parle d'un vrai boulot. Et je vais vous donner des exemples. C'est vrai que les tradwives, ils font 2 millions de vues sur TikTok, elles ramènent pas du tout de thunes à la maison, elles ne font pas du tout du travail. Pour être précis, une maman, par exemple, qui fait les cours de ses enfants à la maison, je considère que c'est un vrai boulot, que ça apporte une vraie valeur au foyer. Je rappelle que juste avant, il a dit que, en fait, si t'as pas envie d'avoir une tradwife, tu peux juste payer des gens pour faire le même travail que font les fameuses tradwives là qui ne branlent rien toute la journée. Hein. Qui fait un potager, qui fait vivre un potager, qui fait toutes ces activités de survivaliste qu'on voit un petit peu naître sur YouTube. Et là, en faisant le montage, je me rends compte qu'il y a plein d'idées d'activités en fait. Et ce point-là, j'ai envie d'appuyer dessus parce que je pense qu'il est extrêmement important. C'est-à-dire que la femme au foyer apporte une vraie valeur, une vraie richesse à ce foyer-là, qu'elle ait un projet. Alors par exemple, ça pourrait être de l'art, d'avoir une femme qui connaît l'art, qui a étudié l'histoire de l'art, et qui est capable par exemple d'aller dans des vides-greniers pour chiner des meubles, chiner des œuvres d'art, peu importe. La meuf, elle peut pas juste faire de l'art parce que ça l'amuse de son côté, que c'est son projet, que c'est sa passion. Non, faut que genre elle puisse rapporter quelque chose. Elle va faire des chasses au trésor comme ça, elle va te ramener un butin un jour. Pourquoi pas les revendre derrière sur le bon coin ou retaper des meubles. Ou alors aller dans des ventes aux enchères pour chercher des... Parce que communément, quand tu fais de l'art, tu sais peindre un meuble après, parce que c'est vraiment exactement la même chose. Des objets, etc. Voilà, ça c'est hyper intéressant. Utiliser les connaissances dans un domaine, en l'occurrence ici l'art, pour enrichir le foyer. Ça pourrait être également dans l'immobilier. Peut-être que la femme au foyer, elle connaît un petit peu l'immobilier, elle peut aller... faire des recherches de biens sur internet, visiter des biens, faire des chambres d'hôtes, etc. Et rien que pour reprendre l'exemple du potager, qui je trouvais excellent aussi, on prend tout simplement... L'exemple que j'ai trouvé, que j'ai choisi tout à l'heure, c'était vraiment excellent, j'étais vraiment un génie quand j'ai dit ça tout à l'heure. Mais en fait, le mec pense vraiment que la vie s'arrête à TikTok. Il se pense vraiment que genre les meufs qui font les tradwives sur TikTok, les meufs, elles arrêtent de tourner leur TikTok, la vie, elle s'arrête. Genre, elles ne font rien d'autre. C'est... Le mec, il dit, non, mais tant qu'elles font autre chose que juste le ménage, tu vois. Genre, ça va, elles servent à quelque chose. Bon, même si, si toi, tu veux vraiment pas faire le ménage, faut toujours que tu payes quelqu'un pour le faire. Mais genre, quand c'est ta tradwife qui le fait, c'est pas du vrai travail, tu vois. Du coup, faut qu'elle fasse autre chose que le ménage. Mais vraiment, toutes les tradwives qu'on voit sur les réseaux sociaux, toutes sans aucune exception, il y en a aucune qui fait quelque chose en plus du ménage, tu vois. Moi, quand je regarde leur TikTok, je ne les vois jamais faire autre chose que la cuisine et le ménage. Donc c'est bien la preuve qu'elles ne font rien d'autre. Un bouquin de survivalisme ou un bouquin qui aide à créer une maison autonome, une ferme autonome, un mode de vie autonome, et puis chacun se départit les tâches. Vous prenez le bouquin de Piero San Giorgio et puis vous Le mec, il est toujours dans son 50-50 jusqu'au bout. Il est en mode non, faut vraiment que vous partagiez les tâches, faut que vous fassiez ça ensemble, telle une équipe, pas tel un mari et une femme. Non, il faut que vous soyez soudés ensemble, égal à égal. Partissez les tâches et là, on aura un vrai travail qui enrichira le foyer et qui ne consistera pas juste à remettre les cadres en place et puis à dépoussiérer les meubles. Il y a plein de manières pour une femme d'exercer un vrai métier, ou du moins une activité qui apporte vraiment des ressources, qui enrichit le foyer, autre que de faire ce que ferait une femme de ménage à 14 € de l'heure. Pour moi, le meilleur système, ça reste celui que je vous ai décrit tout à l'heure. C'est vraiment
le temps partiel pour le papa et la maman, le papa qui reste 2 jours à la maison, 2-3 jours à la maison, la maman qui reste 2-3 jours à la maison. S'il le faut, pourquoi pas une journée le mercredi à la crèche ou alors avec une nounou, avec la grand-mère qui vient donner un coup de main. Et s'il le faut, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas le télétravail? Aujourd'hui, le salarié est roi. Je crois que le temps moyen de télétravail par semaine, c'est 2 jours à minimum, je crois. Je crois que les entreprises, en moyenne, offrent 2 jours de télétravail à leurs employés. Et on peut tout à fait s'arranger pour passer plus de temps avec les gamins. Donc faut faire un métier que tu peux potentiellement faire en télétravail déjà. Quand on est à la maison, etc. Donc pour moi, c'est ça le modèle parfait. Et ce vers quoi il faut tendre. Il faut essayer d'éviter de voir les choses de manière binaire, genre maman au foyer à 100%, papa au boulot à 100%, papa qui va chasser, maman qui... Faut vraiment déconstruire les notions de genre, voir vraiment les femmes avec un certain trait, certains rôles spécifiques, dire que c'est que elles qui peuvent être maman, et les hommes comme des hommes virils. Qui restent à la caverne. Je pense qu'il faut aussi s'adapter au monde moderne. On a eu le féminisme, on a eu les nouvelles technologies, il faut s'adapter un petit peu à ça aussi. Et j'aime beaucoup cette idée, moi, de voir la femme comme une alliée et non pas juste comme une employée qui vit au crochet de son mari. C'est une vérité. Il l'a dit J'avais raison, c'est une psyop depuis le début, c'est un allié, c'est un prophète depuis le début, il se fait passer pour un mascu alors que c'est un prophète. Il a dit, faut voir les femmes comme des alliés. Faut voir, tu vois, depuis le début, il dit le mot gonzesse toutes les 2 secondes pour les embrouiller. Table alliée et l'homme et la femme sont au même niveau. Parce que moi, un des risques Mais c'est même plus une blague là, il dit juste ce que je disais tout à l'heure. que je vois pour la femme au foyer, c'est ce que j'appelle le risque Mad Men. C'est l'homme qui rentre le soir à la maison, qui ne se sent pas compris auprès de sa femme et qui du coup couche avec sa secrétaire ou avec une femme qui est son égale. Là, dans Mad Men, je crois que c'est Don Draper qui couche avec une de ses clientes qui lui ressemble finalement. Et il finit par se dévoiler auprès de cette femme-là et pas auprès de sa femme. Il a beaucoup plus de facilité à se montrer qui il est face à cette femme-là plutôt que face à sa propre femme. Il n'a jamais rien dit à sa propre femme. Je pense que ça, c'est un vrai risque pour la femme au foyer, c'est de se retrouver face à un homme avec qui il n'y a plus de communication parce qu'en fait, l'homme, il vit un mode de vie qui est tellement différent de celui de sa femme qu'ils n'arrivent plus à communiquer. Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer gratuitement mes 6 meilleures leçons de sexualisation par email, parce que c'est du contenu que je peux pas dire sur YouTube. Il dit ouais, envoyez-moi vos mails, comme ça je vais vous parler de cul et tout, et en fait il envoie Simone de Beauvoir. En fait il envoie Judith Butler, c'est ça qu'il envoie. Je crois que la vidéo YouTube, je vais l'appeler Ivre, ce mascu de bien féministe en pleine vidéo. Ça va être marrant ça. Bon,